s'intéresse finalement, on va s'intéresser à la perception des citoyens, en fait, par les citoyens de l'Union européenne jugée souvent trop éloignée, en fait, des citoyens, et puis face à l'euroscepticisme notamment. Alors, pour parler de ces sujets, la table ronde réunie aujourd'hui, en fait, d'abord Céline Bello, qui est chargée de recherche donc, au CNRS et à Sciences Po, et spécialiste des questions d'opinion à l'égard de l'Union européenne. Ensuite, Madame Gwendoline Delbos-Corfield, qui est députée européenne Europe Écologie Les Verts au Parlement. Madame Gaëtane Ricard-Nihoud, qui est membre du secrétariat commun pour la conférence sur l'avenir de l'Europe et ancienne chef de l'unité adjointe de l'unité service de communication Dialogue citoyen au sein de la Commission européenne. Puis ensuite, ici présentes, donc les deux précédentes conférencières seront en visio, et Elisabeth Sénégas, qui est animatrice de l'association Dialogue, également appelée Chimère citoyenne, et donc l'association qui met en relation, en fait, pour le dialogue, les citoyens et des décideurs, en fait, publics. Voilà. Donc, je commence par passer la parole à Céline Bello pour introduire cette table ronde. Merci. Et ensuite, je vous passerai la parole, Madame Gwendoline Delbos-Corfield. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ensuite, j'entends très après bien, Céline. pas de problème. Oui, oui. J'attends mon tour, pas de problème. J'écoute. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ceux qui peuvent être présents, puisque nous avons une grève en partie des transports en commun qui font que on est un peu moins nombreux en présentiel qu'on aurait souhaité et un peu plus nombreux en distanciel. Mais bon, comme on a prévu l'hybride, on va y survivre. Donc cette soirée, elle est consacrée aux citoyens et à leur relation avec l'Union européenne. Alors, pour ceux qui étaient là lundi soir, on en a déjà un peu parlé, c'est-à-dire que sur la soirée sur l'état de droit, finalement, les interlocuteurs, et notamment les juristes qui étaient présents, ont dit que finalement, on attendait pas mal de choses des citoyens au niveau européen, et notamment par rapport à ce qui se passe actuellement en Hongrie et aux élections hongroises. Donc, on voit bien que les citoyens et l'Union européenne, on peut attendre beaucoup de choses des citoyens, et en même temps, ce qu'on décrit, et je vous ai mis là ce dessin de cartoon qui a été réalisé pour les élections européennes de 2014. En même temps, ce que décrivent pas mal d'images sur la relation des citoyens à l'Union européenne, c'est la grande distance. Et en fait, ce dessin, il joue à la fois sur l'image de la Fortress Europe, donc l'idée de la relation à l'extérieur et des migrants qui se retrouvent bloqués, mais en fait, en même temps, il dit quelque chose sur la relation des citoyens au Parlement européen et aux urnes, puisque il évoque l'idée que les citoyens se retrouvent finalement très éloignés de l'Union européenne dans son ensemble. Cette histoire, elle n'a pas toujours été comme ça, on va dire, d'une certaine manière, et c'est ce que veut illustrer un petit peu ce graphe qui est fait à partir d'enquêtes d'opinion de la Commission européenne, et peut-être d'une question que vous connaissez tous et toutes, parce qu'elle est ce que à la Commission européenne on appelle un trend, c'est-à-dire une question qu'on a posée depuis 1973 aux citoyens européens.
tous les ans. Et elles ne sont pas très nombreuses, ces questions. Et depuis donc 73, tous les ans, 2 fois par an, on pose la question aux citoyens européens: est-ce que vous pensez que l'appartenance de votre pays à l'Union européenne, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, ou c'est une chose ni bonne ni mauvaise? Et ce qu'on raconte, ce que racontent ceux qui s'intéressent à la question de la relation des citoyens à l'Union européenne, c'est souvent un message qui est double. C'est celui que j'ai résumé dans le titre, du consensus permissif au dissensus contraignant. Mais j'y ai mis personnellement un point d'interrogation, parce que ce qu'on trouve dans la littérature qui s'intéresse à ces questions, c'est qu'il y aurait eu des années 50 au début des années 90, ce qu'on a appelé le consensus permissif, c'est-à-dire des opinions. Les citoyens étaient dans leur grande majorité plutôt favorables au processus d'intégration européenne, jusqu'à quand? Jusqu'au traité de Maastricht, et où là, tout d'un coup, on a eu des premiers référendums qui ont mis à jour que au Danemark, les citoyens ont voté contre, et puis en France, les citoyens ont voté pour, mais alors à une très très faible majorité. Et depuis, on aurait ce qu'on a appelé un dissensus contraignant, avec l'idée que les citoyens seraient beaucoup moins favorables, qu'il y aurait un euroscepticisme fort, et qu'il serait contraignant pour qui? Il serait contraignant pour le système politique européen dans son ensemble. Alors, ce que raconte ce graphique, cependant, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. C'est que, alors, certes, il y a plutôt un consensus permissif. Alors, pourquoi on l'appelle permissif? Parce que les citoyens, ils étaient favorables au processus d'intégration européenne, mais l'idée, c'est que finalement, ils ne connaissaient pas grand-chose à ce qui se passait au niveau européen, et donc que leurs attitudes, elles étaient, une chercheuse française, Annick Percheron, avait appelé ça une adhésion de façade. Certains autres avaient dit, de toute façon, les citoyens n'ont pas d'attitude structurée à l'égard de processus aussi complexes que l'Union européenne, donc c'était plutôt une attitude favorable, mais de suivisme des élites politiques nationales. Et donc oui, c'est bien ce que nous dit ce graphique, mais ce qu'on voit ensuite, c'est qu'il y a bien une baisse du soutien, avec les deux flèches jaunes sur le graphique bleu en haut, baisse du soutien entre donc le début des années 90 et le milieu des années 2010 à peu près, mais qui s'accompagne à la fois d'une hausse de ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose, mais qu'une hausse relative, et qui s'accompagne surtout, on pourrait dire, d'une hausse de ceux qui pensent que c'est une chose ni bonne ni mauvaise. Et donc, plutôt que de partir aujourd'hui sur l'idée qu'on aurait des citoyens européens qui seraient majoritairement eurosceptiques, ou en tout cas avec une forte majorité eurosceptique, ce que nous montre plutôt ce graphique, c'est qu'on a eu le passage d'opinions peu structurées, plutôt favorables, à quand même, pour un certain nombre d'entre eux, des opinions probablement un peu plus structurées et plus ambivalentes. Et donc, c'est un petit peu différent comme histoire. Avec la dernière période, qui est la période actuelle depuis le milieu des années 2010, et qui est vous le voyez, de nouveau une hausse quand même du nombre de gens qui pensent que l'appartenance de l'Union de leur pays à l'Union européenne est une bonne chose, une légère baisse de ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose, et puis ce graphique qui reste stagne sur l'ambivalence. Et puis oui, le dernier, la barre orange en bas, vous le voyez bien, c'est quand je dis qu'il y a plus que les attitudes des citoyens sont plus structurées, aujourd'hui, on est à 0% qui ne répondent pas à cette question-là, et c'est la première fois, et c'est en 2020-2021. Donc vous voyez, euroscepticisme, mais plutôt qu'un euroscepticisme global, beaucoup d'ambivalence, qui peut s'accompagner d'une certaine forme d'indifférence pour certains d'entre eux, dire que c'est ni bonne ni mauvaise chose. Ça peut être qu'on est ambivalent, mais ça peut être aussi qu'on est indifférent à ces questions. Et ce qui est important, c'est que tout ça est très différencié selon les pays, alors selon les individus et selon les pays.
Et ce qui me semblait important de souligner, c'est que, alors, il y a des différences nationales très fortes, vous le savez, avec des différences qui ont été, qui sont dans le temps. Tous les pays n'évoluent pas de la même manière. Les Français longtemps ont été perçus comme très favorables au processus d'intégration européenne, les Italiens également. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout parmi les plus favorables en moyenne au processus d'intégration européenne. À l'inverse, les Danois, qui pendant très longtemps étaient aussi perçus comme aussi eurosceptiques, voire plus eurosceptiques que les Britanniques à certaines périodes, sont aujourd'hui, si on regarde par exemple cette question du soutien, enfin de l'appartenance à l'Union européenne, l'un des pays, alors pas les plus favorables, mais qui est très au-dessus de la moyenne européenne. Alors, d'où l'idée de creuser un petit peu ça, et creuser un petit peu ça, ça nous amène à se poser la question de qu'est-ce qui fait que ces gens-là voilà, peuvent être plus ou moins favorables, et plutôt que de s'arrêter juste sur est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, j'ai développé avec des collègues un certain nombre de choses, dont cette idée que, ce que j'ai vu en fait au départ avec des enquêtes qualitatives, et puis ensuite qu'on a développé ensuite avec des enquêtes quantitatives, que les citoyens, eh bien, ils ont une perception qui est liée à la fois à ce qu'ils pensent que l'Union européenne elle est actuellement. Et ce que vous voyez sur la partie du graphique qui met Present, Fédération, Intégration, Coopération, Discussion, c'est l'idée quand même que pour certains, l'Union européenne, elle n'est qu'un échange entre pays. Pour d'autres, elle est déjà perçue comme une fédération. Et puis, ce que ces citoyens, ils voudraient qu'elle soit, cette Union européenne, ce qui est une première chose. Est-ce qu'on a une différence entre le présent de l'Union européenne aujourd'hui et ce qu'on voudrait qu'elle soit? Et puis, troisième chose, est-ce qu'ils pensent qu'elle va être? Parce qu'ils pensent que l'Union européenne est quelque chose qui évolue. Et en fait, le match en fait, entre ce qu'ils voudraient qu'elle soit, ce qu'ils pensent qu'elle est actuellement, et ce qu'ils pensent qu'elle va devenir, est une manière très, très intéressante finalement de creuser un petit peu mieux cette question de est-ce que les citoyens sont favorables ou non favorables à l'Union européenne. Et ça nous a permis de définir un certain nombre de profils. Et juste pour vous montrer une illustration de ce que ça nous amène à réfléchir, on a fait ce travail à partir de données quantitatives en 2006. Malheureusement, on n'a pas pu le faire plus tard parce qu'on n'avait pas les données d'enquête qui permettaient de le faire, mais entre la France et le Royaume-Uni. Et vous voyez, les profils en France et au Royaume-Uni, ils n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas du tout les mêmes. Ils étaient en partie les mêmes. Il y avait quand même il y avait deux profils qui ressortaient de façon plutôt positive et qui se retrouveraient dans ceux qui pensent que l'appartenance de leur pays est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est ce que j'appelle les satisfaits. Et donc, eux, les satisfaits, ils sont plutôt satisfaits du présent. Ils espèrent que ça va continuer comme ça, que ça sera pareil dans le futur. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Tout va bien. Mais on a aussi, alors en France, on avait en particulier des forward optimism. C'est ceux qui pensent que le présent, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils voudraient. Ce qu'ils voudraient, c'est beaucoup plus. Et ils pensent que, oui, l'Union européenne va aller vers plus d'intégration. Donc, ils sont très optimistes et là aussi, ils sont très positifs. Vous voyez, au Royaume-Uni, il y en avait beaucoup moins des gens comme ça. Et par contre, au Royaume-Uni, on avait des profils qui étaient beaucoup plus défavorables, avec les angry, qui étaient, eux, ils n'étaient pas contents déjà de ce qui se passait actuellement. Ils pensaient qu'il y allait y avoir plus d'intégration et ils en voulaient moins. Et c'est aussi au Royaume-Uni qu'on voyait le plus d'incertains, de ceux qui ne savaient pas vraiment se positionner sur tout cela. Tout ça pour vous dire que, par exemple, ça explique très bien, par exemple, le cas danois. C'est-à-dire que le cas danois, qui peut nous paraître et on pourrait en parler, je pense, avec Madame Delbos-Scarfield, les Danois ne sont pas forcément les plus européens, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils nous apparaissent, et notamment, il y a plein de choses sur lesquelles ils se sont opposés très fortement, mais il se trouve qu'au Danemark, le profil le plus dominant, c'est les satisfaits. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation très forte de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, et il n'y a pas forcément de volonté, par contre, qu'il y ait un développement de l'intégration européenne.
Je vais passer très vite parce qu'après, je vais largement passer mon temps. Je vous avais mis là quelques... alors, pour vous dire juste que, évidemment, la question de son rapport aux citoyens, à la fois le Conseil, le Parlement et la Commission européenne s'en sont préoccupés depuis très longtemps. Au niveau du Parlement européen, et évidemment, c'est pour rapprocher les citoyens de l'Union européenne qu'a été décidé en 1969 l'élection du Parlement au suffrage universel direct. Depuis, l'ensemble tout ce qui est accroissement des pouvoirs du Parlement a toujours été justifié avec l'idée qu'il fallait que le Parlement était la représentation citoyenne et donc qu'il était très important qu'il ait davantage de pouvoir au niveau décisionnel au niveau européen. L'un des derniers rapports, c'était la question du Spitzenkandidat, mais comme vous le savez, ça a été mis en place en 2014, pas tout à fait en 2019. Et puis la Commission européenne elle-même a mis en place dans le temps énormément de choses pour entamer et développer ce dialogue avec les citoyens. J'ai parlé tout à l'heure des enquêtes d'Eurobaromètre. Alors on a jusqu'à 69 enquêtes la même année, en 2009, qui sont faites par la Commission européenne sur des sujets très, très divers pour interroger les citoyens. Alors c'est le maximum, mais vous voyez que depuis 1973, on est à environ 1100 enquêtes quantitatives faites par la Commission européenne. Il y a une importance très forte de la DGCOM, donc qui est chargée de ces questions-là au sein de la Commission depuis maintenant une dizaine d'années, puisque c'est le président ou la présidente de la Commission européenne qui est aussi à la tête de la DGCOM. Il y a eu des développements d'enquêtes qualitatives, expériences délibératives, conférences participatives. Il y a un volet participatif très fort dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont on parlera tout à l'heure avec Madame Ricard-Niou. Bref, tout ça est très important et il y a eu aussi cette parole très forte de M. Barroso en 2013 qui disait qu'il fallait un projet de nouveau récit pour l'Europe, et c'est là-dessus que je voudrais finir. Nouveau récit pour l'Europe, oui, parce que si on se pose la question, se poser la question de la relation des citoyens à l'Union européenne, c'est se poser la question du projet européen, en fait, et de ce que les citoyens y voient. Et à travers ces dessins qui sont, on voit bien qu'on peut y voir différentes choses. Quand on a aujourd'hui plus de 60 ans, on a tendance à adhérer encore à un récit qui est celui d'une Europe de la paix, auquel n'adhèrent plus du tout les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas on le voit dans les enquêtes qu'on fait, et par contre il peut y avoir d'autres récits qui se construisent et qui sont plus ou moins négatifs ou positifs. Et j'ai dit tout à l'heure, grande différence entre pays. Ces récits ils peuvent être aussi très très différents entre les pays, et c'est les dernières slides. Sur la question, on disait l'autre jour, lundi, Henri Oberdorf disait les citoyens sont très en attente d'une politique étrangère de l'Union européenne. Oui, mais de quelle politique étrangère? Est-ce qu'on veut bien tous la même politique étrangère? Et là, c'était des enquêtes faites avec des citoyens. Et par exemple, ce dessin illustre la demande d'un citoyen français. C'était pourquoi on veut faire une Europe? On veut faire une Europe pour qu'elle soit une puissance parmi d'autres superpuissances. Alors, c'est une enquête qui date maintenant, mais dans des enquêtes plus récentes, on retrouve le même type de dessin. Simplement, aujourd'hui, c'est souvent la Chine qui a remplacé la Russie. Et puis, donc ça, c'était une vision très, très franco-française et qui nous paraît tout à fait logique à nous, Français. Sauf que quand on regardait une vision qui était très, très logique aux Britanniques, on se retrouvait plutôt avec celle-là. C'est-à-dire que ce qu'on attendait de l'Europe au niveau international et en termes de politique étrangère, c'était plutôt qu'elle soit un lien parmi d'autres, un lien d'influence pour le Royaume-Uni, parmi d'autres. Et donc, évidemment, quand on veut ça, on ne veut pas exactement d'une Europe superpuissance, on veut autre chose. Voilà, donc d'où l'idée de mes dernières questions, donc, qui sont les suivantes. Donc, quelles sont véritablement les attentes telles que les voient en fait les autres intervenantes, alors qu'ils vont parler sur des plans très différents, mais les attentes des citoyens, qu'est-ce qui ressort des dispositifs et comment ils peuvent être améliorés? Est-ce que l'UE est en mesure d'y répondre dans une Europe à 27 ? En l'absence d'une arène de débat, on le sait bien, c'est quand même l'un des soucis fondamentaux. Quel grand récit pour l'Union aujourd'hui, donc de l'Europe de la paix à l'Europe croissance A? Eh bien, une question à discuter. Est-ce qu'un tel récit est absolument nécessaire à une adhésion citoyenne à l'Union européenne? Et est-ce que
finalement, l'idée d'une Europe à la carte, on a beaucoup parlé de différenciation de cette semaine, est-ce que ce n'est pas même un synonyme de l'échec d'un tel récit, puisqu'on voit bien le récit uni dans la diversité, c'est un récit qui a du mal à prendre et qui a du mal à produire véritablement un récit commun qui dit vers où on va, au-delà de qui on est peut-être, mais vers où on va, ça ne dit pas grand-chose. Voilà, je m'arrête là et je vous donne à tous la parole. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, il est tard. Nous allons maintenant enchaîner, si vous voulez bien, avec la prise de parole de Madame Gwendoline Delbos-Corfield, qui est députée européenne. Je ne sais pas si vous êtes là avec nous, Madame. Oui, oui. Bonjour. Voilà, la parole est à vous. Vous m'entendez, c'est bon? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Effectivement, donc, je suis députée européenne. Je crois que c'est toujours important de dire d'où on parle. Je suis députée européenne et je réside actuellement en grande partie en Belgique parce que j'ai des enfants petits, mais sinon, normalement, mon lieu de vie, c'est Saint-Hilaire-du-Touvet, le plateau des Petites Roches entre Grenoble et Chambéry. J'ai fait mes études d'ailleurs à Sciences Po Grenoble. J'ai été avant élue à Grenoble, élue régionale, Rhône-Alpes. Et puis, je suis ici membre de plusieurs commissions, notamment de la commission Libé, Liberté, Justice, Démocratie, sécurité, migration, etc. La commission FEM, égalité des genres, droits des femmes, et la commission AFCO, affaires constitutionnelles. Voilà. Et pour dire d'où je parle, parce que je pense que c'est quand même important, d'abord, je suis peut-être encore plus pro-européenne que ne l'est mon parti en général. Je me définirais même s'il le fallait en tant que fédéraliste. Je pense que c'est important de le dire à ce niveau-là, comme ça on sait. Voilà. Et je suis aussi particulièrement concernée et taraudée par les questions de droit et de démocratie, puisque c'est les sujets majeurs sur lesquels je travaille, et notamment, je suis rapportrice du Parlement sur la situation en Hongrie. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre le Conseil, c'est-à-dire les autres États membres, d'agir par rapport à la Hongrie dans une situation diplomatique compliquée qui est celle de l'Union européenne et du Conseil, où on fait des alliances sur un sujet un jour, on en fait d'autres sur une autre, et c'est parfois difficile d'avoir une constance. Je vais reprendre par rapport à quelque chose qui a été dit par la précédente intervenante, Mme Bello, parce que c'était intéressant que vous citiez le Danemark en disant « je dirais peut-être que c'est difficile ». Eh bien, pour moi, ce n'est pas difficile le Danemark. C'est un de mes alliés principaux parce que, et je ne suis pas étonnée du coup de vos chiffres par rapport au Danemark, parce que le Danemark, il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes. C'est d'abord que c'est un de ces pays, les questions de valeur, les questions d'état de droit, de liberté, de démocratie sont un préalable. Et à partir de là, on peut construire d'autres choses, mais pour eux, là-dessus, ils ne transigent pas, même en étant petit pays, même en étant parfois en difficulté, même en ne gagnant pas toujours ce qu'ils veulent par ailleurs, comme la Finlande, comme les Pays-Bas, ils vont en faire un préalable. Et on va être en désaccord sur d'autres sujets, mais c'est ces États-là qui ne feront pas d'alliance avec même un gros pays en cas de difficulté sur ces questions-là. C'est aussi un État où la question européenne se débat, et se débat depuis longtemps, parce qu'effectivement, au début, il y avait du refus. Aux Pays-Bas, ça se débat aussi beaucoup. La France est un pays où l'Union européenne ne se débat pas assez dans la vie régulière démocratique. Elle se débat à des échéances compliquées, dans des moments de tension et de polarisation, ce qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. Et puis, le Danemark, c'est aussi une société j'ai envie de dire, de grande maturation. Voilà, on peut critiquer plein de choses, mais ça n'empêche que ces sociétés-là, c'est aussi des sociétés où on est dans des rapports, des pouvoirs moins ascendants-descendants, où on est dans une capacité à admettre la critique de l'autre, des systèmes parlementaires qui fonctionnent bien. Je crois que ça a beaucoup d'incidence. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, au niveau des citoyens, c'est quand même difficile, effectivement, de parler de refus. Et je trouve que c'est le bon mot, c'est méconnaissance, indifférence, effectivement, contrairement à la situation du Brexit que vous avez très bien montré, où vraiment, même aujourd'hui, on referait le référendum, et même en vivant tout ce qu'ils vivent, et même en sachant tout ce qu'ils ont perdu, y aurait-il tant de Britanniques que ça qui changeraient leur vote? C'est loin d'être sûr, parce qu'effectivement, il y avait un profond, culturellement, refus de cette Union européenne, notamment parce que depuis le début, il y a eu un refus d'essayer. Donc, quand on refuse d'essayer, à la fin, on n'est jamais vraiment convaincu, évidemment.
Et moi, ce que je remarque, par exemple, dans l'élection présidentielle française aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de partis réellement, il y a très peu de partis qui réellement déclarent qu'ils quitteraient l'Union européenne. Il y a beaucoup plus de partis aujourd'hui, et c'est le cas un peu partout dans l'Union européenne, de partis qui voudraient effectivement choisir ce qu'ils prennent et ce qu'ils ne prennent pas. Il y a beaucoup plus de partis qui surtout désinforment sur l'Union européenne et qui du coup la présentent quand voilà, d'une manière ou d'une autre, mais des partis qui annoncent que vraiment ils souhaiteraient quitter l'Union européenne, il n'y en a pas tant que ça, parce que je crois aussi que dans la vie d'un citoyen aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour ça que des fois on demande un engagement, que finalement pourquoi il y aurait, parce que pour une partie de la jeunesse, par exemple, l'Union européenne est un fait accompli, elle est là, elle existe. Est-ce qu'ils la comprennent pas, est-ce qu'ils la connaissent ou qu'ils ne la connaissent pas, peut-être pas, mais elle est là. Et du coup, effectivement, s'installe une forme d'indifférence qui, malheureusement, aussi est une forme d'indifférence qu'on trouve par rapport à d'autres sujets démocratiques. Effectivement, il y a des propositions institutionnelles longtemps, mais surtout parce qu'aux dernières élections de 2019, il y a quand même eu une prise de conscience, tout parti confondu, en gros tout parti confondu, et dans beaucoup d'États membres, que finalement ça pouvait intéresser les jeunes, l'Union européenne, notamment les jeunes, puisqu'il y a eu le sentiment qu'il y avait, les sondages ont montré qu'il y avait une petite mobilisation de la jeunesse, et puis la question environnementale qui avait été beaucoup présente dans les semaines et mois qui venaient. Donc, il y avait déjà eu un peu un débat sur faire quelque chose, et puis vraiment au moment du début de ce mandat et du Parlement et de la Commission, il y a vraiment eu cette idée de faire une conférence sur le futur de l'Europe, avec effectivement en plus, notamment poussée par le Parlement, une exigence d'implication des citoyens. On pourra revenir sur le fait que est-ce que cette implication elle est bien faite ou pas, mais au moins une tentative, à l'image de ce qui a pu se passer en France avec la Convention citoyenne sur le climat, à l'image des référendums, des manières de travailler avec les citoyens que l'Irlande peut connaître, notamment sur le référendum sur l'avortement, etc., à l'image de ce qui peut se faire aussi en Allemagne, dans les régions. Il y avait cette idée d'impliquer les citoyens. Il y a aussi toujours cet outil qui intéresse beaucoup les parlementaires européens et qui en font souvent un fer de lance de leurs propositions, et qui aujourd'hui arriverait même à convaincre des gens jusqu'au parti ici, le parti conservateur, le grand parti de droite, qui est les listes transnationales, avec cette idée qu'il y ait des candidats qui soient les mêmes un peu partout dans l'Union européenne au moment des élections, et pas simplement pays par pays d'avoir notre liste, qui est donc une part des députés européens qui soit la même liste pour tous les partis dans toute l'Union européenne, ce qu'on appelle donc les listes transnationales. Et puis, en dehors des élections, il y a effectivement une tentative de faire vivre de plus en plus. Voilà. Je voudrais juste aussi rajouter que pour des pays, moi, les pays avec lesquels je travaille, qui sont beaucoup des pays qui sont aujourd'hui en difficulté sur les questions de liberté, de droit, de démocratie, avec deux pays phares qui sont la Pologne et la Hongrie, où les choses se sont détériorées de manière systémique, qui fait qu'aujourd'hui, on peut même craindre qu'on ait dépassé le niveau de la capacité de dialogue et de retour en arrière, mais des pays aussi autour qui connaissent d'autres difficultés. Dans ces États-là, la demande d'Europe, elle est forte, et on en revient un petit peu à ce sentiment d'urgence et de ce que vous disiez sur est-ce que ça représente aujourd'hui la paix. Je crois que dans ces États-là, ça représente en tous les cas une sorte de paix, une sorte de paix, de démocratie, de liberté. Il y a une forte demande. On a tendance à les stigmatiser comme des pays ne voulant pas être dans l'Union européenne, et c'est parfois le contraire. Je donne souvent cet exemple, que la Pologne, c'est un État où il y a des manifestations pour rester dans l'Union européenne, comme je ne suis pas sûre qu'on en trouvera en France, même si demain, on avait un gouvernement qui s'éloignait un peu. C'est aussi des États où, quand on fait des sondages, c'est assez impressionnant de voir les réponses. Et je cite souvent cet exemple-là aussi, qui est un exemple pour moi très fort, c'est que quand il est demandé aux citoyens hongrois, est-ce qu'ils accepteraient de recevoir moins de fonds européens parce que leur gouvernement n'est pas en accord avec les valeurs et l'état de droit et la démocratie telle que l'Union européenne la conçoive, ils disent oui. Je trouve que c'est très très fort qu'une population comprenne qu'elle va être punie parce qu'elle n'aura pas les moyens. Alors on peut se dire, bon, avec la corruption, de toute manière, elle ne reçoit pas non plus complètement les fonds, mais elle en reçoit quand même une petite partie, se disent on ne sera pas bénéficiaire de fonds, mais on est prêt à défendre ces valeurs-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans ces États-là qui montrent qu'il y a une forte demande, et les activistes et les ONG avec qui moi je travaille tout le temps sont assez impressionnants dans leur compréhension de ce monde. Et puis, en ce qui me concerne la France, moi, il me semble qu'on a un souci qui est vraiment un souci d'une forme
de mauvaise information et parfois même de désinformation. Il y a quelque chose dont personne n'est la faute, c'est que longtemps l'Union européenne n'a été vue que comme un espace effectivement économique, monétaire, de régulation budgétaire. Puis on parlait que de ça de toute manière, donc on ne voyait pas trop les autres aspects. Il y a une incompréhension de tout ce en quoi on est concerné aujourd'hui dans notre vie quotidienne, des transpositions de tout ce qui fait l'Union européenne. Je pense que par exemple dans le milieu environnemental, il y a une assez claire vision de à quel point ce sont des directives européennes qui s'appliquent sur beaucoup de choses. Parfois même, c'est en disant c'est la faute des directives européennes, donc voilà. Mais sur plein d'autres sujets, moi-même, et je pensais beaucoup m'y connaître, je venais du Parti vert européen, j'avais déjà beaucoup travaillé sur ces questions avant d'être élue, je n'avais pas réalisé sur des questions de justice, par exemple, le niveau de coopération qu'il y a aujourd'hui entre nos justices, et je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'implication de ça. Et puis, je vais prendre un exemple récent qui m'a beaucoup marqué, et là, vraiment, il y a une faute et des médias et des autres personnes qui peuvent apporter l'information. Je vais prendre l'exemple de la présidence du Parlement européen où une candidate s'est présentée et elle a été la seule candidate des 4 partis majoritaires ici, des 3 partis majoritaires ici, je veux dire la droite, les socialistes et les centristes. C'est une candidate maltaise, elle avait été choisie par le Parti conservateur et les 2 autres partis s'y sont alliés. Cette femme, elle a très rapidement été pointée du doigt comme étant anti-avortement, ce qui est vrai. Ici, elle n'a jamais voté tout ce qui concerne l'avortement. Mais je n'ai vu écrit nulle part, dans aucun journal, jamais, qu'en fait, elle est tenue de ne pas être anti-avortement. Et moi, je n'ai aucune raison de protéger cette dame. Elle est très, très loin de moi sur des tas de sujets, dans toutes les idées. Mais si on ne dit pas que quand Malte est rentrée dans l'Union européenne, ils ont signé un protocole qui oblige leurs députés européens, mais aussi tous leurs officiels et leurs autorités, et que c'est le cas de tous, quel que soit le parti, que tous ces gens-là signent ce protocole qui dit que nous n'interviendrons pas sur la question de l'avortement, puisque Malte est une société extrêmement patriarcale, très conservatrice, on manque un élément fondamental. Et la question n'est pas la personne elle-même, c'est que du coup, on en arrive à la conclusion, le Parlement européen aujourd'hui est prêt à voter une chef de Parlement anti-avortement. D'abord, ça pose beaucoup de questions sur ça aurait été un homme, on ne lui aurait jamais posé ces questions-là, il aurait posé des questions économiques, etc., parce que ce qui est très triste, c'est qu'un président conservateur, c'est aussi des formes de régulation économique qui peut-être aujourd'hui mettent en danger l'Union européenne, mais surtout, c'est que si on n'explique pas tout ça, et ce débat, il n'a eu lieu qu'en France, il n'a pas eu lieu dans aucun autre État membre, parce que soit ça n'intéressait pas, c'était pas beaucoup mieux, mais soit surtout les choses étaient expliquées avec toutes les valeurs. Et encore une fois, moi, j'ai pas voté pour cette candidate au premier tour, j'avais pas de raison de le faire, etc. Mais je suis quand même stupéfaite qu'à un moment donné, on en arrive à cette réduction de la pensée qui fait que du coup, les gens doivent se dire oh, ce Parlement européen, il est horrible. Alors qu'aujourd'hui, les résolutions qui sortent du Parlement européen et que cette femme a dit plusieurs fois qu'elle tiendrait et soutiendrait partout et qui sera sa ligne de conduite et qu'elle a même déjà, avant même d'être présidente du Parlement, été présentée par exemple en Pologne et qu'elle a défendue auprès des Polonais, c'est une ligne extrêmement pro-avortement dans une Union européenne où il y a encore plein d'États qui sont très compliqués sur la question. Et nous sortons de ce Parlement régulièrement des choses extrêmement précises, extrêmement travaillées, etc., qui bénéficient d'une désinformation. Le nombre de fois où je lis des choses qui ne sont pas du tout ce que nous avons fait dans ce Parlement. Là, nous avons un vrai problème européen. Je crois qu'aussi, régulièrement, j'ai pu voir des politiques européens changer vraiment, vraiment de bord le jour où ça ne les arrange plus. Il y a une instrumentalisation de l'Europe en France qu'on ne trouve pas si fréquemment ailleurs. Et là-dessus, la France, je crois, a une vraie question à se poser parce qu'effectivement, moi, je ressens, et j'avais vu récemment des chiffres qui montrent qu'effectivement, il y a quand même un scepticisme qui se présente en France et qui, je pense, voilà. Alors, il n'y a pas d'arène commune, c'est vrai, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Les grands récits, et je finirai là-dessus, moi, je pense qu'un des grands récits, mais dont je ne sais pas s'il sera possible, c'est le grand récit d'une Union européenne des droits, des libertés et de la démocratie. Et c'est ce qui peut rester quand même aujourd'hui une base commune. Et pourquoi je dis je ne sais pas s'il peut exister, parce que après les élections d'avril en Hongrie, si Viktor Orban se maintient au pouvoir, je suis très inquiète puisque nous installerons une situation où un État membre sera devenu une dictature. Il n'y a plus d'autres mots. On a utilisé beaucoup d'alternatives de mots pendant des semaines, des mois, des années, mais maintenant on n'a plus d'autres mots. Il faut dire les choses comme elles sont. On aura un régime autoritaire
au sein de l'Union européenne dont on va s'accommoder finalement et avec lequel on va continuer à vivre. Et du coup, c'est quand même compliqué de continuer à ce récit d'une Union européenne des droits, des libertés, de la démocratie. Mais ça reste aujourd'hui, à mon avis, on le voit là avec les grands textes sur la régulation numérique, etc., les libertés numériques, et plein d'autres sujets, on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même une des choses intéressantes de l'Union européenne, c'est qu'elle reste l'espace où on essaye le plus possible de défendre les droits et les libertés, et où le Parlement, le Conseil et la Commission le portent fortement. Merci beaucoup. Nous allons passer, si vous voulez bien, à la troisième participante, Madame Gaëtane Ricard-Nihoud. Je ne sais pas si vous êtes connectée. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, c'est à vous. Ok, merci. Très bien. Bonsoir tout le monde. Et avec mes excuses pour mon retard. Donc, mais on vous laisse la parole. D'accord. J'enchaîne tout de suite. Alors, je sais que vous avez exprimé un certain nombre de questions, mais si vous le voulez, je peux... Voilà. Vous voulez que je réponde à ces questions-là ou est-ce que je fais un petit... Je pense que ce qui serait bien, c'est que c'est à la fois que vous nous expliquiez ce que vous faites actuellement, parce que quand même, vous êtes au cœur actuellement de ce qui se passe entre... enfin, vous êtes... Alors, toutes les deux, hein, mais de façon très différente, au cœur de ce qui se passe entre l'Union européenne et les citoyens. Et vous êtes plutôt au cœur de ce que la Commission met en place. Donc, je pense que ça serait bien que vous nous en parliez. Et si vous voulez ensuite rebondir sur les questions que j'ai posées, ça sera avec plaisir. Peut-être pour rester dans le thème évidemment plus large, peut-être des citoyens européens et de ce que c'est la citoyenneté européenne et comment on va vers les citoyens de l'Union européenne. Je pense que y a trois grands axes toujours à avoir en tête, je pense, quand on réfléchit à comment rapprocher les citoyens des institutions européennes. Pour moi, d'abord, c'est l'axe information qui est fondamental. Et là, dans l'exercice dont je parlerai plus tard de la conférence sur l'avenir de l'Europe, on voit qu'il y a une demande extrêmement forte en fait, des citoyens à être mieux informés. Tout simplement de l'information qui doit passer par une forme d'éducation civique. Et je crois que là, les citoyens sont extrêmement demandeurs aussi de cela. Et qui n'est évidemment pas de la communication politique. Il y a une base, simplement, on doit considérer que chaque citoyen, pour être un bon citoyen, on va dire, comme on le fait dans les États membres, doit avoir le minimum d'éducation et d'information sur ses droits et ses devoirs en tant que citoyen européen. C'est la première chose. La deuxième chose, et je crois que vous en avez parlé en évoquant les récits autour de l'Europe, c'est évidemment le développement d'un sentiment d'appartenance. Et on voit bien que c'est là le problème majeur de l'Union européenne, c'est que ce sentiment d'appartenance est évidemment beaucoup moins fort qu'à l'échelle locale, régionale et nationale pour les citoyens. Donc, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour du récit, du narratif, de donner l'envie, mais aussi, à mon avis, très important, c'est tout ce qui est échange culturel, échange dans le domaine de l'éducation, et pas seulement pour une partie de la population, mais l'élargir au maximum à des tas d'acteurs. Moi, je suis une grande fan des jumelages, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être développé à une très, très grande échelle parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible pour la plupart des gens. Voilà. Donc, sentiment d'appartenance. Et le troisième axe dont je vais un petit peu plus vous parler maintenant, c'est celui de la participation. En gros, si on reprend les trois points que j'ai évoqués, l'information, c'est le quoi, le sentiment d'appartenance, c'est le pourquoi, et la participation, c'est le comment. Tout simplement, comment je fais, moi, citoyen européen, pour participer à cet grand exercice démocratique, qui doit être démocratique, qui est la construction européenne. Et là-dessus, effectivement, il se passe des choses, pour le moment à l'échelle européenne. Alors, malheureusement, je pense pas assez visible, parce qu'on est en train de vivre une petite révolution qui se fait un peu en dessous des radars médiatiques. Et donc, je suis ravie que vous me donniez l'occasion d'en parler un petit peu plus, parce que
évidemment, les institutions européennes, depuis de nombreuses années, essayent de connecter avec les citoyens par différents biais, par des dialogues citoyens, par des centres d'information proches du citoyen. Il y a plusieurs types de débats qui ont été mis en œuvre de toutes sortes par toutes les institutions et des choses très intéressantes qui ont été faites, bien sûr. Mais ici, je crois qu'on est en train de vivre avec la conférence sur l'avenir de l'Union un exercice de démocratie participative et délibérative qui est sans précédent à l'échelle de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cette audience est familière avec ce projet, mais c'est un projet au départ qui a été proposé par la France, président Macron, qui ensuite a été repris par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son programme. Et donc aujourd'hui, il est mis en œuvre. Et donc, c'est, comme je le disais, vraiment un grand exercice construit de démocratie participative et délibérative qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la plateforme qui est en ligne et que vous avez, j'espère, tous été voir et à laquelle vous avez contribué. Je pourrais y revenir. Le deuxième pilier, ce sont les panels citoyens, des panels citoyens pan-européens, donc ce sont des assemblées citoyennes tirées au sort à l'échelle européenne. Et le troisième, c'est une plénière donc, qui regroupe des citoyens et des politiques, voilà, des représentants de diverses origines parlementaires, gouvernementales et aussi de la société civile organisée, qui vient de se réunir le week-end dernier à Strasbourg pour la 2e fois. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est sans précédent? C'est pour 3 raisons. La première, c'est que c'est un exercice interinstitutionnel, c'est-à-dire que les 3 institutions, la Commission, le Parlement, le Conseil, pour la première fois, décident d'aller ensemble vers les citoyens. Et c'est évidemment quelque chose qui a du sens parce que pour les citoyens, quand on leur parle d'avenir de l'Europe, c'est évidemment l'ensemble de l'Union européenne et pas l'avenir de la Commission ou l'avenir du Parlement ou l'avenir du Conseil. Ça n'a pas de sens et donc ça, c'est très intéressant. Deuxième raison pour laquelle on n'a pas de précédent, c'est qu'il y a une dimension d'innovation démocratique très présente dans cet exercice et sur les 3 piliers que j'ai évoqués. Première innovation, cette plateforme en ligne qui s'appelle donc Futur EU, pour la première fois, on a intégré dans le paysage numérique de la Commission des institutions européennes, donc le Europa, un instrument de Civic Tech. Alors les Civic Tech, ce sont des outils participatifs en ligne et délibératifs aussi, c'est-à-dire qu'on essaye d'introduire dans le dialogue en ligne des éléments de délibération, de participation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a intégré au système Europa, mais on l'a rendu multilingue. Donc, ça veut dire que par un système de mélange de traduction humaine et de traduction automatique, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, un citoyen français peut aller déposer son idée et le lendemain, il pourra aller voir, il pourra avoir eu un commentaire d'un Slovaque, d'un Allemand, d'un Italien, d'un Portugais et avec la traduction automatique, il va pouvoir lire tout de suite ses commentaires et réagir. Donc, pour la première fois, on offre un espace de dialogue direct entre les citoyens. Première innovation. Deuxième innovation, les panels citoyens européens. Alors, les assemblées citoyennes tirées au sort, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis longtemps à l'échelle locale, à l'échelle régionale, et depuis peu, on voit émerger beaucoup plus aussi à l'échelle nationale. En France, vous avez eu des conférences citoyennes tirées au sort dans le cadre du grand débat, vous avez eu la Convention climat, donc on voit bien que ça prend une dimension. On a entendu parler de l'Assemblée irlandaise, il y en a une récemment en Allemagne, mais c'est vraiment la première fois qu'on le fait à cette échelle-là, à l'échelle européenne. Il y a eu quelques expériences, mais là, à cette échelle, jamais. Donc, ce sont 4 assemblées de 200 personnes qui ont été tirées au sort. Et qui ensuite on compose un panel qui est représentatif de la diversité sociologique et géographique de l'Union européenne, et ils se rencontrent 3 week-ends pour délibérer ensemble et adopter des recommandations collectives sur l'avenir de l'Union.
On en est déjà presque, on est plus loin que le mi-parcours, puisque là, on a déjà eu 2 sessions, donc une première session à Strasbourg des 4 panels, une deuxième session des 4 panels en ligne, et là on est dans les 3e sessions, donc celles où ils adoptent leurs recommandations, et on a déjà eu 2 panels qui les ont adoptés. Ils se sont réunis à Florence et à Varsovie, au Collège d'Europe de Natoline, et ils ont donc adopté des recommandations. Les sujets, ce sont les sujets que vous trouvez sur la plateforme, donc démocratie, climat, santé, Europe dans le monde. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de sujets, mais là, on a eu les recommandations du panel démocratie, état de droit, valeurs et du panel climat, environnement et santé. Vous pouvez aller les voir, c'est sur le site, c'est très intéressant. C'est le fruit d'une délibération collective multinationale, multilingue, entre citoyens tirés au sort. Ensuite, la dernière innovation, il y a aussi des panels citoyens qui se passent dans les États membres, et vous en avez eu un également qui s'est tenu en France, qui était intéressant, qui s'est passé dans toutes les régions et ensuite au niveau national, et eux aussi contribuent à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et ensuite, la dernière innovation, qui est de taille, parce que plus on avance dans l'expérimentation de cette assemblée, de la plénière, et plus on se rend compte qu'elle a en elle des pépites d'innovation vraiment très intéressantes. Et donc, c'est cette plénière de la conférence sur l'avenir de l'Europe dont je parlais précédemment, qui est donc avec 6 composantes, dont une composante citoyenne. Et comment est composée cette composante citoyenne? On a 20 ambassadeurs qui viennent des panels, de chaque panel. Donc, on a 80 ambassadeurs qui viennent des panels européens. Et on a 27 qui viennent des États membres et qui représentent donc soit les panels nationaux quand il y a eu des panels, soit les événements citoyens qui a eu lieu dans l'État membre. Et puis, on a une personne en plus dans cette composante qui est la présidence du Forum Jeunesse européen parce que la conférence voulait mettre un axe spécifique sur la jeunesse. Par exemple, dans les panels citoyens pan-européens, on a une légère surreprésentation des jeunes par rapport à la population générale de l'Union européenne. Donc, deuxième élément de ce caractère sans précédent, c'est toutes ces innovations démocratiques qu'on est en train de tester à l'échelle européenne et qui vont, on l'espère, porter leurs fruits pour la façon dont on imagine la démocratie à l'échelle européenne. Et enfin, dernier élément de pourquoi c'est sans précédent, c'est que pour la première fois aussi, on a vraiment la sensation, en lisant les textes fondateurs de cette conférence, etc., qu'il y a... les décideurs ont intégré le fait qu'il faut un suivi et que ce suivi soit visible et qu'il y ait du feedback vis-à-vis des citoyens. Ça peut paraître évident pour vous que ça se passe, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'expériences, notamment les dialogues citoyens, où on disait on écoute les citoyens, etc., mais il n'y avait pas vraiment de feedback clair sur finalement qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on a entendu, alors qu'ici, il y a un engagement pour dire, bon, à un moment donné, ces propositions vont rentrer dans le champ de la démocratie représentative. On est en démocratie représentative, pas en démocratie directe. Elles vont être débattues, certaines vont être adoptées telles quelles, certaines vont peut-être un peu modifiées, certaines peut-être ne passeront pas le cap. Mais en tout cas, on s'engage à être transparent sur ce qu'on fait de toutes ces recommandations, celles qu'on prend, pourquoi on les prend, celles qu'on ne prend pas nécessairement, pourquoi elles ne seront pas reprises, et surtout comment ça va être mis en œuvre et sur quelle base temporelle. Parce que la difficulté, évidemment, de ça, c'est qu'il peut y avoir une proposition législative qui est issue de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, mais elle pourra n'aboutir peut-être que dans 1 an, 2 ans, en passant par le processus législatif. Donc, être aussi clair sur les moyens de la mise en œuvre de ces recommandations. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là dans un premier temps. C'est les sujets que je voulais partager avec vous maintenant, mais je peux évidemment répondre à d'autres questions qui touchent à tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, on va terminer les présentations de ce panel féminin en fait, par Elisabeth Sénégas. Puis après, on passera aux questions, si vous voulez bien, à la fois dans la salle et sur le chat. Bonsoir. Il faut le micro. Donc, bonsoir. Moi, je représente une association grenobloise qui s'appelle Dialogue.
et qui a un café associatif qui s'appelle le Chimère Café. Notre raison d'être, c'est l'accueil de l'autre, le mélange des mondes. Et tout ça nous mène régulièrement à vouloir comprendre ensemble, réfléchir ensemble. Il nous arrive d'inviter des personnes qui viennent nous éclairer et aussi de s'emparer de problématiques, notamment ce qui s'est passé avec le confinement. Mais avant, du coup, j'ai proposé de faire un témoignage d'une des expériences participatives de ce qu'on porte actuellement. Avant d'en parler, je voulais juste faire état de quelques réflexions quand j'ai été invitée et qu'on en a parlé dans le bureau. Ça a été de se dire, mais nous, pourquoi l'Europe? Même si c'est très évident, c'est très bien que l'Union européenne légifère, juge, enfin bon, a des conséquences directes sur notre quotidien. Hein. On n'est pas du tout éloigné de ça. Et puis très vite, on s'est dit, mais l'année dernière, par exemple, on a participé à un partenariat avec un collège, celui de Crolles, une classe de 5e dans le cadre d'un projet Erasmus, avec 6 classes de 5e de pays européens. Et puis il y a 3 ans, on avait reçu le philosophe Hartmut Rosa. Enfin bon, voilà, pour ce qui peut se passer chez nous et qui finalement n'est pas si éloigné de tout ça. J'en viens au témoignage, donc, enfin, le récit de ce qu'on travaille actuellement, d'un des groupes qui réfléchit. Lors du premier confinement, en tout cas en France, quand le gouvernement a décidé pour protéger les personnes âgées, qu'elles soient fermées dans leurs chambres, dans les EHPAD, c'est quelque chose qui a été très, très difficile, très douloureux. Et quand nous, on a réouvert notre café, on a eu pas mal des membres de famille qui sont venus nous voir, qui avaient absolument besoin de parler de tout ça. Et comme à chaque fois, on s'empare de la problématique et puis on dit on va se mettre autour d'une table. Donc ça a pris quelques mois. On a décidé de mettre autour d'une table 20 personnes, ça, en partenariat avec Isère Gérontologie. Donc on a eu des gérontologues, des directeurs d'EHPAD, des aides-soignantes, des infirmières, des personnes âgées, des membres de famille de personnes âgées. Et on a aussi invité, comme à chaque fois, pour avoir des éclairages si besoin, un philosophe, une avocate, 2 économistes, et il en manque un, une psychanalyste, au cas où. Et comme les gens sont sympas, tout ce monde-là est adhérent, les gens viennent, et voilà. Donc, et on a fait cette rencontre dans une librairie. À chaque fois, l'obsession, c'est aussi c'est une rencontre de citoyens avec des gens qui ont des compétences diverses, mais on fait ça dans un lieu, je dirais, neutre, entre guillemets. Et puis, on explique bien qu'on représente personne, qu'il n'est pas question de se prendre pour des élus, que c'est simplement que les gens déjà s'écoutent. Voilà. Donc, c'est extraordinairement instructif. On a entendu la souffrance, pas seulement pour ce qui me concerne de ce que je connaissais des personnes âgées et des membres de famille. On a entendu la douleur des médecins qui, les 15 premiers jours du premier confinement, rentraient comme des cosmonautes dans les chambres avec des personnes âgées qui ne les reconnaissaient plus. Un directeur d'EHPAD qui a dit, lui, fait part de sa souffrance parce que d'avoir fait appliquer des mesures qui étaient à l'opposé de ses convictions, de dire on ferme à clé dans les chambres. Hein, voilà. Voilà donc pour le récit. Je ne voudrais pas partir sur autre chose, donc j'ai un peu des notes. Et voilà. Et donc, ça nous a amené à ce que... On ne savait pas si derrière cette rencontre, il y aurait d'autres rencontres, parce qu'on part à l'aventure, c'est jamais c'est pas de la méthode de projet, mais à chaque fois, ça marche. Derrière les gens, on demandé à l'avocate de faire une intervention ultérieurement sur qu'est-ce que c'est que la désobéissance. Quand le directeur d'EHPAD dit « mais j'étais obligé de le faire » et l'avocate lui dit « mais est-ce que vous connaissez la désobéissance civique ? En tout cas, ça ne se fait pas tout seul, on peut en parler, etc. » Pour le philosophe, le prendre soin, quand le personnel dit « mais nous, comment prendre soin de quelqu'un quand nous-mêmes, on faisait 3 jours de suite, etc. » Et puis les économistes qui
qui nous ont parlé aussi de l'évolution des maisons de retraite en EHPAD et du plan Borloo, qui a introduit la notion d'efficacité, d'efficience, etc. Finalement, comme beaucoup de services publics, où la relation humaine a été évacuée. Enfin, voilà. Et donc, un travail aujourd'hui va démarrer, je suis un peu longue, mais va démarrer en février, donc une suite de cette rencontre, un travail avec les économistes pour tenter de construire ensemble, professionnels et usagers, une vision partagée du secteur et des métiers sur la base des valeurs qui les soutiennent. Voilà. Et je terminerai par les questionnements, les questions que moi j'avais envie de poser, c'est-à-dire par rapport à ce groupe, les aides-soignantes qui prennent le temps de se libérer pour venir, d'ailleurs parce que ça redonne un peu de sens, nous ont dit, mais ce travail, on le fait le plus sérieusement du monde, mais est-ce que ça peut servir à quelque chose? Donc ma question, c'est de dire, dans notre relation au pouvoir public, nationaux ou transnationaux, comment on fait pour se faire entendre sans se prendre on n'est pas des élus ni rien, mais comment on peut être entendu? Voilà, il y a cette question-là. Et puis, notre petit café qui sert il y a de moins en moins d'espaces publics où on peut se rencontrer, déjà faire connaissance, se rencontrer, débattre, sans que ce soit des empoignades, et où on ait envie de continuer à réfléchir, à comprendre le monde. Donc, il y en a de moins en moins chez nous. Et alors, comment on fait au niveau européen, même si j'ai déjà entendu, juste avant vos interventions, donc, entre le barrage des langues, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va commencer, on va entamer le cycle de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, vous n'avez pas de... Moi, j'avais une question en lien avec notamment la dernière intervention, parce que du coup, vous avez beaucoup parlé de la participation citoyenne en lien avec la crise sanitaire. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce que vous pensez que les crises, notamment comme la crise sanitaire, ont influencé l'attention citoyenne au sein de l'UE? Et du coup, comment est-ce que ça pourrait éventuellement évoluer encore Après, c'est peut-être du coup pour plusieurs, pas forcément. En fait, vraiment, vraiment un besoin, mais pas seulement par rapport aux souffrances, mais vraiment une grande envie de parler de tout ça, oui, oui. Donc, à chaque fois, nous, on se dit comment on récupère ça, parce qu'il y a eu, par exemple, un collectif, quand on était à distance lors du premier confinement, qui a eu envie de travailler sur les travaux de Bruno Latour. Donc, on a dit OK, à distance, allez, tous ceux qui veulent. Donc, il y avait une réunion en visio, une après-midi, ça prenait une après-midi où les gens réfléchissaient, travaillaient. Après, dans les constats qu'on a pu faire, on a des gens qui sont aux minima sociaux et on se faisait carrément engueuler en disant « Mais moi, j'ai une retraite de 900 €, je vous dis bonjour, mais je ne peux pas parler longtemps, je n'ai pas d'ordinateur. » On s'est retrouvés... mais en tout cas, cette envie de parler de ce qui nous arrivait, c'est extra, parce que derrière, si on arrive à attraper ça, je ne sais pas comment il faut faire, mais à attraper ça, très vite, il y a une envie il y a moins de peur de réfléchir ensemble, parce qu'il y a une véritable peur de dire c'est mon tour et on essaie de comprendre. Et là, il y a un peu d'appétence. Un truc qui se posera. Merci beaucoup. Je me permets de poser une question et peut-être trois autres intervenantes, puisque vous représentez et l'académique et le politique et puis fonctionnaires européens. En fait, je suis économiste, je ne connais pas ces questions, mais quand j'ai regardé les courbes en fait, sur le ressenti en fait, des citoyens et par rapport à l'Europe, ceux qui étaient très contents, très satisfaits, et ceux qui la rejetaient,
ces courbes-là et je me demandais si finalement, il n'y avait pas derrière, en fait, parce qu'on dit souvent que l'Europe est un bouc émissaire, et d'une part, et puis aussi, vous avez dit aussi, c'était la deuxième intervention, que dans certains pays, en fait, et finalement, qui tendent vers la dictature, les citoyens se raccrochent, en fait. Donc, ce serait plutôt l'inverse. Et je me demandais si finalement, il n'y avait pas une sorte de corrélation autre quelque part qui relierait le sentiment et de l'Europe et les opinions via en fait l'opinion qu'on peut avoir du gouvernement national. Bon, ma question est peut-être pas claire, mais ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement un lien et des corrélations entre le sentiment qu'on a vis-à-vis de l'Europe et le sentiment qu'on a vis-à-vis des gouvernements nationaux? Gwendoline Delbos-Corfield, si vous voulez commencer, puis Ouais, et je propose aussi peut-être de répondre à l'autre question en même temps, parce que je voulais juste dire que la crise sanitaire, elle a quand même été, d'un côté, elle peut être un grand souci. Le premier réflexe de tous les États membres, à la minute où il y a eu une grosse inquiétude et que les chiffres ont commencé à monter, de retour là en 2020, ça a été de fermer les frontières. D'une manière parfois totalement irrationnelle, parce que parfois les zones de grande contagion, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Grand Est, par exemple, était une zone de grande contagion, et idem de l'autre côté en Allemagne. Et il y avait d'autres zones de France qui ne l'étaient pas du tout. Et donc, c'était finalement très artificiel de fermer cette frontière entre l'Allemagne et la France. Et c'était vrai un peu partout dans l'Union européenne. La maladie ne suit pas les frontières nationales. Elle se tape complètement de ça. Et ça a été la première. On a eu des grosses inquiétudes parce que la liberté de circuler, ça peut nous paraître comme ça un peu, voilà, oui, bon, ça reste quand même une des premières valeurs à laquelle on accepte tous de participer quand on est dans l'Union européenne, de se dire je peux aller dans un autre pays sans avoir à montrer mon papier, etc. C'est-à-dire en gros sans être suspecté d'être quelqu'un d'autre et de suspecter d'être un criminel potentiel, ou etc. Je rentre parce que l'Union européenne, c'est ça. Donc ça a été triste. La crise sanitaire, ça a été en gros aussi une très, très grosse inquiétude sur les libertés partout. Il n'y a pas un seul État qui n'a pas immédiatement mis en place un système d'urgence, et dans beaucoup d'États, confuse, désorganisée, sans consultation parlementaire, etc. Ça a été très, très fréquent. On s'est beaucoup inquiété, et il reste aujourd'hui des raisons de s'inquiéter des prolongations de ces systèmes d'urgence. Ça a eu plein de noms, emergency, urgency, sanitary, mais et puis reste aujourd'hui qu'il y a eu un gros développement du distanciel. J'en profite aujourd'hui parce que je peux vous parler alors que je suis à Bruxelles, mais ceci étant dit, on peut quand même s'inquiéter pour notre jeunesse et j'ai dit en 2019 au moment des élections européennes, justement, il y a eu des grandes manifestations pour le climat, où la jeunesse s'est retrouvée pour dire notre futur nous inquiète, attention. Aujourd'hui, on peut s'inquiéter parce qu'on ne peut plus faire ces manifestations dans beaucoup de pays, ou en tous les cas pendant des périodes elles s'arrêtent, les rassemblements, mais simplement la rencontre est devenue compliquée. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été tous confrontés à la même chose, qu'effectivement, donc il y a eu la même réalité pour tout le monde. La chose très positive, c'est qu'il y a eu une réponse européenne très rapidement. Il y a eu une réponse européenne économique en disant on va aider les pays qui ont été le plus mis en difficulté, ce qu'on n'avait pas réussi à voir dans le moment de la crise grecque. Donc, ça a quand même raconté l'histoire qu'on pouvait aider. Les pays du Sud, par exemple, ça a aidé dans l'image de l'Europe, parce que l'image de l'Europe avait été très dégradée au moment de la crise grecque, et c'est tout à fait normal. Mais du coup, là, il y a eu ces plans de relance et cette idée que des États qui allaient aider des États qui allaient un peu moins bien. Il y a aussi eu très rapidement la Commission qui a dit attention, la fermeture des frontières, ce n'est pas une solution, attention aux gens les plus vulnérables, etc. Donc, et puis, il y a eu cette idée aussi des malades qui ont été transférés dans des hôpitaux où ça allait mieux que d'autres. Donc, on a vu aussi l'Europe en exercice, et ça a pu aider. Reste qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question, encore une fois, des règles, des libertés, de ce vaccin, c'est la question du pass vaccinal, pas vaccinal, etc. Ça crée aussi beaucoup d'inquiétudes. Il me semble que l'Union européenne, aujourd'hui, peut être quelque chose de très positif, notamment quand elle exige que le pass vaccinal soit le même pour tout le monde dans l'Union européenne, qu'elle essaye d'empêcher les États d'avoir leurs propres règles les uns avec les autres, et aussi aux États, par exemple, de conserver les données des gens trop longtemps, ou de ficher les gens, etc., etc. Mais ça peut être pas toujours positif non plus. Donc voilà. Pour la deuxième question,
oui, il y a un rapport très clair aux États, ça évidemment. D'abord parce que c'est aujourd'hui celui qui vient rapporter l'information européenne. En réalité, l'information européenne, pour qu'elle aille directement du niveau Union européenne, que ce soit la Commission ou le Parlement jusqu'aux citoyens, il y a extrêmement peu de canaux. Que ce soit politiquement, c'est-à-dire que, et ça, ce n'est pas que propre à la France, les députés européens sont, par exemple, ne provoquent pas de curiosité, pas d'intérêt, ne sont pas invités dans les radios, les télés. C'est assez courant dans tous les pays. Il faut que vous ayez eu une histoire dans le pays en tant que député national ou en tant que gens-là, ou que vous ayez une autre raison, mais sinon, vous ne communiquerez pas. Donc souvent, l'information est transmise par les politiciens nationaux. De même, l'État. Il y a un exemple très fort et très connu, c'est celui du débat du Brexit, sur le Brexit, au moment du Brexit en Angleterre, où le gouvernement avait tout loisir de dire tout ce qu'il voulait. Il y a eu des clairs mensonges, de la désinformation complète sur ce qu'était l'Union européenne, où allait l'argent, comment elle a été utilisée, vraiment des choses très graves qui ont été dites. Et il n'y avait quasiment aucune capacité de l'Union européenne à y répondre. L'institution elle-même se sentait un petit peu coincée parce qu'elle ne voulait pas interférer dans les discussions. Voilà. Les partis n'ont pas eu le droit, les partis européens, pas les partis nationaux, les partis européens n'ont pas eu le droit de participer au débat. Aujourd'hui, il n'y a pas une obligation de dire quand il y a un débat comme ça, les partis européens devraient être ceux qui viennent débattre et pas les partis nationaux. La plupart de nos partis nationaux aujourd'hui appartiennent à des partis européens qui les représentent au niveau européen, qui essayent de consolider pour chaque famille, les écologistes, la droite, la gauche, etc., communistes, consolider un programme commun pour tout le monde, à peu près les mêmes idées. Et ça, c'est intéressant qu'on fasse intervenir plutôt les partis européens. Et ça, c'est un très bon exemple où effectivement, on a laissé, sur la question de l'Union européenne et au moment du Brexit, on a laissé en gros le gouvernement anglais dire tout ce qu'il voulait. Et donc, il y avait parlementaires nationaux pro-européens qui avaient la possibilité un petit peu de répondre à ça. Donc oui, les choix gouvernementaux, alors effectivement, quand ils font quelque chose qui ressemble à l'autoritarisme, ça peut créer plus de désir de l'Union européenne. Les choix... et puis, la manière dont ils présentent l'Union européenne, elle a une énorme importance, évidemment aussi, et la manière dont ils désinforment. Aujourd'hui, en Hongrie, tous les médias, par quelques médias indépendants, appartiennent à des proches de Viktor Orban, le Premier ministre. Ils ne représentent donc qu'une version de la réalité et ils représentent les choses de manière très monocolore et donc ils racontent des choses sur l'Union européenne qui sont totalement fausses. Et du coup, ça peut soit provoquer du dégoût parce qu'il y a ceux qui savent que c'est pas vrai ou puis voilà, mais ça provoque aussi malheureusement un rejet de l'Europe des fois dans des territoires où on ne s'informe que par le biais de la propagande officielle qui au contraire écarte de l'Union européenne puisqu'il leur a raconté des choses absolument incroyables, notamment, évidemment, pendant très longtemps, Viktor Orban a fait croire qu'il y avait des flots de migrants, mais quand je dis des flots, il avait des images qui semblaient représenter des marées de migrants qui étaient en train d'arriver de tous les pays européens jusqu'à la Hongrie. Voilà, donc la désinformation créée par les États, elle peut aussi beaucoup éloigner le citoyen. Gaëtan, je ne sais pas si vous voulez réagir aussi ou si je prends la suite. Non, c'est bon, vous pouvez prendre la suite. Donc, j'avais envie de réagir à la fois donc, à ta question, Marie-Estelle. Oui, sur la question de la relation entre la perception qu'on a de son système politique national et du système politique européen, c'est quelque chose qu'on étudie quand on étudie ces questions-là. Et en fait, ça nous crée un peu une sorte de carré, enfin de graphe à 4 cases. Il y a ceux pour qui un soutien très fort à leur système politique national crée du soutien très fort à l'Union européenne. Et en fait, le cas danois, et donc je ne suis pas étonnée, en fait, Gwendolyn Delbos-Corfield, que les parlementaires danois soient, bien sûr, des gens avec qui vous travaillez, parce que pour moi, s'il y a l'une des explications essentielles du fait que les Danois étaient aussi, alors, eurosceptiques, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais en fait, c'est ce que bon, j'ai pas dit tout à l'heure, dans les années 80, quand il y avait une élection européenne, il y avait des partis
qui se présentaient seulement aux élections européennes au Danemark et qui étaient des partis anti-UE et qui se présentaient véritablement comme tels, et il y en avait 2. Et ces partis-là, ils ont disparu. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, ce débat, il a toujours existé au Danemark. Et donc, ça a toujours été une zone de débat. Et ça a été une zone de débat sur le long terme, c'est-à-dire que le Danemark avait ce système quand même où chaque fois que des ministres venaient parler au Conseil, ils venaient ensuite, au Conseil des ministres, ils venaient ensuite rendre compte de ce qui avait été leur parole et au niveau du Folketing, le Parlement danois. Et donc, on est véritablement sur la constitution sur le long terme d'un système politique national où il y a quelque chose qui fonctionne et où derrière, où il y a un véritable contrôle citoyen, en tout cas une relation forte avec les citoyens, avec les membres, avec les représentants des citoyens et qui, sur le long terme, donne un accroissement et une confiance finalement dans le système politique européen dans son ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, le cas danois est à la fois... Alors, quand on le regarde comme ça, c'est pour ça que quand je dis, quand on le regarde de loin, on se dit, non, les Danois ne sont pas quand même des soutiens forts à l'Union européenne. En fait, si, mais d'une autre manière parfois, parce que oui, ils ne sont pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait plus d'intégration, mais par contre, ils sont très impliqués dans la production d'une Union européenne démocratique. Et donc, et l'image même qui a été... et l'idée que ensuite, c'est que les parlements nationaux puissent être mieux informés, mais des formes de contrôle, etc., au niveau national de ce qui est décidé en Conseil des ministres et de ce que font les ministres nationaux au niveau des conseils, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus général. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de dire. Et puis, alors après, j'avais envie d'un petit peu de vous appeler à savoir comment vous faites ce dialogue finalement, parce qu'il y a le dialogue entre les citoyens et puis l'Union européenne, dont on voit bien qu'elle passe à la fois par le Parlement et qu'elle passe à la fois par la Commission. Et alors, est-ce que le Parlement joue un rôle et comment dans ces conférences sur l'avenir de l'Union européenne et donc, est-ce que... donc, voilà, comment vous êtes impliqués? Est-ce qu'il y a une implication? Et puis, alors, je trouvais ça... j'avais suivi évidemment les conférences sur l'avenir de l'Union européenne, les premières, en fait, souvent au départ, et puis je vois maintenant tout ce que vous en faites, et donc, qui est une... voilà, ce que vous nous dites sur cette traduction directe, est-ce que vous auriez envie de dire que vous êtes en train de créer une sorte de sphère publique au niveau européen qu'on n'a jamais eue et dont on a toujours déploré la non-existence, parce que la non-possible existence? Est-ce que vous auriez envie d'aller jusque-là, Gaëtane? Oui, alors en même temps, moi je pense que pour construire une vraie démocratie européenne, il faut à la fois construire un espace démocratique transnational et européaniser les espaces démocratiques nationaux, régionaux, locaux. Je pense qu'on ne créera pas une vraie démocratie européenne en se concentrant seulement sur l'un ou sur l'autre. Donc ça, c'est peut-être la première chose que je veux dire. Et sur l'espace transnationale, oui, je pense qu'on est en train de faire des bons en avant assez impressionnants, parce que beaucoup de choses où on nous disait c'est pas possible, on est en train de le faire. Notamment les assemblées citoyennes tirées au sort, beaucoup de gens, même des experts de ce type d'assemblée, nous ont dit mais ça ne peut marcher qu'au niveau local, ça ne peut pas marcher en multilingue, et en fait ça marche. Et je vais même dire que ça ajoute quelque chose d'incroyable dans le dialogue dans le dialogue entre les citoyens européens. Effectivement, sur la plateforme, ça paraît anodin quand on dit la traduction automatique. Maintenant, tout le monde utilise ça, mais on ne l'avait encore jamais utilisé pour créer cet espace de dialogue direct entre les gens. Voilà, on commençait un peu à l'utiliser pour des sites en direct, etc. Mais
Donc, effectivement, pour moi, ces deux aspects-là sont en train de démontrer que c'est possible, qu'il y a tout un espace à investir, mais à investir sérieusement. Voilà, je pense que ce qui est important et ce qu'on essaie vraiment de faire avec la conférence, c'est de dire, voilà, on est dans une démarche qui aura un début, qui aura une fin, qui aura des recommandations, qui aura une réponse. Et bien sûr, on va garder ces outils, les réutiliser, les remettre dans d'autres contextes. Mais toujours, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que la démarche soit claire et sérieuse et qu'il y ait un feedback vers les citoyens. Sinon, ça va devenir des gadgets et ce ne sera plus, comme vous disiez, des outils de construction d'un espace public européen. Et peut-être juste sur le rôle du Parlement, mais comme je le disais au début, le Parlement, c'est un projet des 3 institutions. Donc, on est complètement sur un même pied, la Commission, le Parlement, le Conseil. Donc, moi, je fais partie d'une structure qui est le secrétariat conjoint. On est 18, 6 du Parlement, 6 de la Commission, 6 du Conseil. Et on fait tout ensemble. Il y a absolument, on fait tout en trio. Voilà, comme il n'y a pas de président de la conférence, on a trois présidents, on a 3 chefs du secrétariat. Voilà. Et au début, ça paraissait un peu bizarre, on s'est dit on ne va pas y arriver et en fait ça fonctionne quoi. Voilà, on arrive à se mettre d'accord et donc ce sont des choses plutôt prometteuses quoi, pour l'avenir. Voilà. Je veux bien intervenir juste un petit peu là-dessus si c'est possible. Donc, moi, je suis membre de cette conférence sur le futur de l'Europe au titre des parlementaires. On a eu, comme tout ce qui se passe au niveau du Parlement, on est proportionnellement représenté. Donc, mon groupe a eu 11 personnes, je ne sais pas exactement quoi les autres. On est en tout 180 membres du Parlement européen, c'est ça? J'espère pas dire une bêtise, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 180, je ne sais plus. Ah oui. Hein? 108, je pense, les composantes. Ouais. 108, voilà, je confonds, je ne mets pas le 8 au bon endroit. 108 membres du Parlement, il y a 108 membres des parlements nationaux, etc. Alors, nous, les écolos, donc le Parlement était vraiment force de proposition très, très vite quand cette proposition a d'abord été dite avant les élections, notamment par Macron et d'autres. Puis Ursula von der Leyen, quand elle est élue présidente de la Commission, elle dit qu'elle va le faire. Le Parlement, très rapidement, a proposé des textes, une organisation, etc. Et c'est le Parlement qui a vraiment été celui qui a poussé pour l'implication des citoyens. Et 2 groupes plus que les autres, parce que quand même aujourd'hui pour la démocratie représentative, c'est toujours très compliqué l'arrivée des citoyens et on s'est quand même beaucoup entendu, oui mais nous on est là, après tout on est aussi citoyens, on est représentants des citoyens, etc., etc. Donc ça a quand même été très compliqué. On était grosso modo les centristes et les écolos à vraiment pousser parce qu'il y avait ce modèle, voilà, en Irlande, dans les Länder allemands et la France qui avait bien, et on a beaucoup écouté ces gens pour savoir comment ça s'était passé. On reste un peu frustré pour être honnête, mais c'est la faute de personne. Je commence par le négatif, il y a beaucoup de positifs aussi. On reste un peu frustré parce que ça serait des moyens énormes de faire venir vraiment beaucoup de gens. Là, c'est quand même une représentation très faible par pays. On aurait voulu qu'à la fin, il y ait une capacité de ces gens à voter sur ce qu'on va faire finalement pour leur redonner la capacité d'arbitrer un peu ce qu'on fait. Bon, ça, c'était très, très mal vécu, ça n'a pas été possible. Donc, on a obtenu le fait qu'ils puissent faire un retour, mais c'est un retour sous la forme de remarques. Voilà, on est quand même encore un peu frustré là-dessus, mais je pense que c'est le début de quelque chose de très, très, très intéressant. A été organisé à Strasbourg le week-end dernier. C'était très bien d'ailleurs le fait que tous ceux qui sont là à différents titres et qui sont français, qui sont soit des parlementaires nationaux, soit qui représentent tout à fait autre chose, un comité de quelque chose, soit des citoyens, etc., et les parlementaires européens puissent se parler. Et il y avait quand même un questionnement de presque tout le monde de se dire mais quel est exactement notre rôle, comment va être pris en compte ce qu'on dit. Ils travaillent énormément, ces citoyens, donc ils se demandent un peu ce qui va être fait de ce qu'ils font. Les parlementaires nationaux ou les représentants des régions, des territoires sont un peu là, mais nous, on est là pourquoi? Donc, on est encore un peu dans les balbutiements de cette chose très innovante. Et donc, je ne suis pas sûre que ça va avoir des effets formidables tout de suite. Je suis un peu inquiète de ça. Bon, en plus, il y a le confinement. En plus, c'est la présidentielle française qui éclipse beaucoup de choses. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup d'inquiétudes, mais du coup, je pense que ça va être une très belle expérience pour une suite, parce que je ne sais pas qui a entendu pour l'instant parler de cette conférence du futur de l'Europe. Je suis un peu inquiète que voilà, ça ne fasse pas autant d'effet que ça. Et en même temps, il se passe là quelque chose d'assez passionnant qui fait que, voilà, ce que j'espère, c'est que ça sera une démarche qui va se continuer énormément et qu'on aura d'autres occasions
de faire intervenir les citoyens au niveau européen, comme on le fait un peu au niveau local, régional et national, que ça soit la première expérience pour vraiment le faire au niveau européen. Et ce travail sur les langues, par exemple, il est essentiel parce que trop souvent, tous, nous n'arrivons pas assez à penser toutes les langues et du coup à penser l'accès à tous, et on est trop souvent dans un désintérêt des citoyens, déjà simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe du tout, vu que plein de choses ne sont jamais accessibles dans leur langue. Oui, j'avais également une question. D'abord, merci pour vos interventions, c'était assez enrichissant. Mais du coup, pour revenir sur ce que vous disiez, Madame Ricard-Nihoul, à propos de la conférence sur l'avenir de l'Europe, je trouve ça très intéressant la façon dont vous l'aviez présenté sous un aspect d'innovation démocratique. Mais j'ai quand même l'impression que pour renouer le lien entre les institutions européennes et les citoyens, il faut d'abord insister assez lourdement sur l'information et la connaissance en fait, des institutions européennes. Et j'ai l'impression que cette initiative, même si elle est louable, insiste trop sur la deuxième étape qui est la participation des citoyens, qui peut-être pour vous est indissociable, mais j'ai l'impression quand même que l'information, la connaissance du fonctionnement de l'UE, c'est d'abord un prérequis indispensable au fait de participer et de prendre part du coup à cet espace démocratique européen. Et par exemple, je fais des études du coup, en gouvernance européenne, donc on a une connaissance un peu plus supérieure que la moyenne, je dirais, sans être prétentieux ou quoi, du fonctionnement communautaire, mais j'ai quand même, j'ai pas entendu parler, je connaissais pas en fait trop cette initiative, j'en ai entendu parler assez récemment, même si c'est récent comme initiative. Et en fait, je pense que le français moyen, l'allemand moyen, l'européen moyen, ils ne connaissaient pas cette initiative, ils ne connaissaient pas cette conférence. Et quand on voit que même certains médias, par exemple Le Monde récemment, confondaient le Conseil européen et le Conseil de l'UE par rapport à la présidence française, on se dit qu'en fait, il y a un problème d'information qui est peut-être responsable de cette défiance et de cette méconnaissance. Il faudrait peut-être insister là-dessus d'abord. Et évidemment, tous les think tanks européens qui travaillent sur ces questions sont indispensables. Ils sont des enjeux de démocratie, mais ne sont pas accessibles vraiment à tous. Voilà. Oui, peut-être que moi, je peux répondre. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le début en parlant du triptyque vraiment information, sentiment d'appartenance, participation, parce que évidemment, les trois sont tout aussi importants. Mais on ne peut pas attendre que tout le monde ait un niveau d'information sur l'Union européenne parfait pour faire participer les gens. Sinon, les gens ne participeraient pas au niveau national non plus, hein, parce que je pense que c'est impossible. On ne doit pas demander aux gens d'être des experts pour participer à la vie démocratique. Mais ce qu'il y a de génial dans les assemblées citoyennes, justement, c'est qu'il y a toute une partie d'information et d'apport d'expertise. Hein. C'est de la délibération informée. Alors, bien sûr, on a 3 week-ends, donc on ne va pas transformer ces citoyens en experts. Ethan, on ne vous entend plus. Oui, et maintenant? Ah oui, c'est mieux. Ah, là, on vous voit à nouveau déjà. Et là, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Bon, excusez-moi, petit problème de batterie, je pense. Donc, j'en étais où? Ah oui, donc les assemblées citoyennes, c'est évidemment de l'information, de la délibération informée, et on essaye au maximum de leur faire rencontrer des experts, de leur envoyer de l'information, etc. Mais en 3 week-ends, on ne va pas transformer ces citoyens en experts, et c'est une bonne chose parce qu'on ne leur demande pas de l'être, on leur demande justement d'apporter leur regard de citoyen, comment eux vivent et voient l'Union européenne, et c'est ça qui vient aussi informer le décideur qui peut être déconnecté un peu justement de ce que les citoyens ressentent
et perçoivent. Et enfin, vous avez évoqué un autre point, je pense, sur la visibilité. Pour moi, là, on est dans la communication et plus que l'information. Et oui, je regrette bien sûr qu'on n'ait pas pu mettre plus de moyens sur la communication pour cette conférence, pour que justement un processus participatif n'a d'intérêt que s'il peut toucher un large public et que les gens savent que ça existe. Donc, il faudra probablement revoir la copie, effectivement, pour d'autres processus de ce type, où il faut penser la communication en même temps qu'on met en place le processus. Là, ça n'a pas pu se faire parce que le processus politique pour mettre en place la conférence, comme Madame Delbos-Corfield l'a expliqué, était un peu complexe au début, voilà, parce que justement c'est nouveau, donc il y a différentes tensions politiques qui s'expriment, puis à un moment donné on trouve un terrain d'entente, et donc la bonne nouvelle c'est que ce terrain d'entente maintenant on l'a plus ou moins trouvé avec l'expérimentation que va être la conférence, et j'espère que du coup pour reproduire des choses comme ça ce sera plus facile et on pourra investir aussi plus dans la communication, être plus largement inclusif sur ce genre d'exercice. Mais je pense que ce que vous disiez, le tâtonnement un peu qu'on a est normal aussi au sein de la plénière, parce qu'on est en train d'inventer quelque chose. Et je vous donne une anecdote, mais on a voulu complètement, par exemple, modifier la manière dont une assemblée au sein du Parlement se déroule. Le temps de parole, la manière de réagir, on ne l'a pas complètement transformé, mais ça veut dire que le secrétariat a dû aussi, de la conférence, gérer en fait la plénière, parce qu'on a trop transformé les règles, et donc le service du Parlement on dit alors vous gérez parce qu'on ne retrouve pas nos petits. Voilà, donc je veux dire, quand on veut transformer un peu quelque chose, ça demande une certaine énergie, une certaine volonté, et donc bien sûr qu'il va y avoir un peu de tâtonnement, mais j'espère qu'avec les futurs plénières, ça va un peu se stabiliser et on va voir dans quelle direction ça va. Merci de votre réponse. On a des questions en fait sur le chat, le question-réponse. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, et Gaëtan Ricarniou. Alors, on en a une première qui nous a été posée il y a longtemps. Est-ce que la France, l'Europe n'est pas victime de trolls ou des influences étrangères, dictature ou USA, handicapant nos débats sereins? Ne faudrait-il pas reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux? Ne faudrait-il pas empêcher les gros conglomérats médiatiques? Alors ça, c'est une première question. La deuxième n'a rien à voir, mais elle porte sur l'initiative citoyenne européenne. Les citoyens peuvent participer au processus législatif via l'ICE, donc l'initiative citoyenne européenne. Ces initiatives, jusqu'à présent, ne semblent pas avoir connu beaucoup de succès du côté de la Commission. Ne risque-t-on pas, en ne donnant pas suite à ces ICE, de décourager les citoyens ou tout au moins les organisations de la société civile qui cherchent à mobiliser les citoyens autour de ces initiatives? De la même façon, la conférence sur l'avenir de l'Europe pourrait paradoxalement renforcer l'euroscepticisme si elle n'a pas d'impact concret. Ok, alors sur la première question, oui et non, il y a de la désinformation, c'est un sujet sur lequel à différents niveaux politiques, institutionnels, on est en train de s'emparer. Le Parlement a créé une commission spéciale sur cette question-là. C'est un sujet qui se discute dans d'autres institutions, l'interférence notamment de deux grosses puissances qui ont effectivement la volonté en plus de détruire le modèle européen, qui sont la Russie et la Chine. Mais ça n'a pas plus d'effet sur ces questions-là que sur d'autres. On sait qu'il y a eu de la désinformation financée certainement par la Russie, notamment par exemple au moment du Brexit en Angleterre. Oui, on sait aussi qu'il y a des financements de partis français anti-europééens, certainement aussi alliés à la Russie. Mais cette désinformation, elle est problématique, mais elle va être problématique sur la question des droits. On a une désinformation de la Chine sur les Ouïghours, par exemple. On a aujourd'hui des instituts culturels chinois qui s'installent à peu près dans tous les États. En plus, les États membres ont, pour beaucoup d'entre eux, arrêté les financements publics à la recherche et à l'enseignement. Donc, il y a une opportunité qui fait qu'aujourd'hui, on a des enseignants et des chercheurs qui, effectivement, sont invités à des repas, à des conférences, etc. etc. C'est un problème qu'on a pointé qui est très compliqué, qui fait qu'ils arrivent parfois à écrire des choses sur la Chine qui est une manière particulière de présenter la Chine. Les travaux forcés deviennent autre chose, la question des minorités devient autre chose. Bon, ça, on sait.
fait, ça reste quand même, c'est pas particulièrement lié à l'Union européenne. Donc, je ne crois pas qu'on peut accuser ça d'être un problème qui crée de l'euroscepticisme, même si effectivement, on a pu voir à certains moments des incidences particulières et qu'évidemment, à chaque fois que l'Union européenne défend son projet de départ et ses valeurs de départ, qui sont effectivement un projet encore une fois, hein, on a une charte des droits fondamentaux, par exemple. C'est un des textes fondateurs de l'Union européenne qui est très peu connu. On parle tout le temps des traités économiques. Les gens connaissent en général que les questions budgétaires, non monétaires, les traités économiques. En fait, on a aussi une charte des droits fondamentaux qui est un texte assez sublime, assez extraordinaire, qui est un des textes fondateurs de cette Union européenne, à côté, effectivement, de tous les autres traités, et qui dit des choses très fortes sur le droit des minorités, sur les problèmes de discrimination, sur les droits fondamentaux, etc., qui ne plaisent pas à ces puissances-là. Et est-ce qu'il faut de la régulation? Évidemment qu'il faut de la régulation, mais enfin, là encore, pas que du tout sur ce sujet-là. Et l'Union européenne risque d'être le territoire qui a la première grande régulation sur ces sujets numériques et par rapport aux grandes plateformes, et qui essaye de trouver l'équilibre entre ne pas justement mettre les plateformes, donner tout le pouvoir aux plateformes, de la régulation et d'être ceux qui censurent ou pas des choses qui paraissent sur Internet, mais qui n'est pas non plus de permettre aux États de donner directement des consignes aux plateformes. Donc, c'est cet équilibre-là que nous cherchons à trouver dans l'Union européenne, notamment au Parlement, mais aussi dans un dialogue avec la Commission. Il y a 2 grands textes sur le DSA et le DMA, sur le numérique, qui vont arriver à ça. La deuxième question, c'était oui, alors moi, c'est vraiment ma grande inquiétude, hein. Et le fait que ça a été pris autant au sérieux, la participation des citoyens, qu'il y a un accompagnement et qu'il y a des jeunes, notamment par exemple des très jeunes qui sont pas si nombreux, mais voilà, il y a quelques citoyens comme ça qui vont vraiment approcher de près toutes ces questions-là et que c'est fait très sérieusement, me rassure, parce que c'est vrai que moi j'ai eu un peu l'inquiétude que cette conférence du futur de l'Europe, elle ne soit qu'un gadget, et un gadget qui du coup agace une fois de plus, crée une fois de plus ce sentiment qu'on cherche à faire aimer l'Europe, mais qu'on ne cherche jamais à la faire connaître et comprendre réellement, et que ça crée de la distance à nouveau. L'initiative citoyenne, moi, c'est un grand sujet de fâcherie. Il y a des règles quand même, normalement. Il y a des règles à partir d'un certain nombre de gens qui l'ont signé. En plus, c'est contraignant parce qu'il faut donner son numéro de carte d'identité, etc. Ce n'est pas comme une pétition normale, cette histoire d'initiative citoyenne. Les gens qui font cet effort-là, ils le font vraiment. On arrive à des nombres assez fabuleux, et à la fin, il y a une commission qui dit « je ne vais même pas le regarder », alors qu'elle est dans l'obligation de le regarder. Donc oui, c'est un énorme sujet de fâcherie. Cette initiative européenne citoyenne, elle doit être prise au sérieux par la Commission. Au Parlement, régulièrement, nous sommes très en colère quand ils ne le font pas. Et on va continuer à dire qu'il faut que ça soit pris au sérieux. Voilà, il faut qu'il y ait des pressions qui viennent de partout. Mais pour l'instant, le problème, c'est qu'on reste dans un système très intergouvernemental, et que s'il y a bien une forme de structure qui n'aime pas ces initiatives citoyennes européennes, beaucoup plus encore que la Commission, c'est le Conseil, c'est les États membres. Ils n'ont pas du tout envie qu'on vienne leur imposer des idées qui viennent directement des citoyens. Et donc, pour l'instant, c'est une innovation démocratique qu'on avait cru pourrait être une solution et qui ne l'est pas, mais parce qu'il y a une maltraitance de cette innovation démocratique qui, pourtant, encore une fois, dans nos textes, a une vraie valeur juridique. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, peut-être on aille jusqu'à la Cour de justice européenne, qu'il y ait des gens qui aillent jusqu'à la Cour de justice européenne en disant c'est pas normal, on a produit cette initiative européenne citoyenne, on a eu toutes les signatures, et vous, Commission, vous n'êtes pas en train de faire ce que le traité vous oblige à faire. Vous voulez intervenir aussi ou... Pardon? Non, je demandais si vous vouliez répondre aussi sur cette question je n'ai pas, de l'ICE Je n'ai pas le verdict aussi dur sur la commission et l'ICE, évidemment, parce que... On a visiblement de nouveau un problème avec votre connexion. Vous m'entendez? Là, oui. D'accord. On vous entendait, mais là, on ne vous entend plus. Et là? Oui. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi.
Ok, je vais essayer d'aller vite du coup, avant que ça ne se reproduise. Donc oui, je pense qu'il y a quand même eu des suites données à certaines ICE. Il y a eu plusieurs réformes. Enfin, je pense qu'il y a une volonté quand même de la Commission d'essayer d'en faire un instrument plus efficace. Et il ne faut pas oublier aussi que le traité indique que ça doit être dans le cadre des compétences de l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi sujet potentiellement à interprétation. Mais bon, voilà, on ne va pas faire un débat ici sur l'initiative citoyenne européenne. Moi, ce que j'espère aussi de cette conférence, c'est qu'on arrive à peut-être aussi à saisir cette occasion pour remettre un peu à plat tous les outils qu'on a de participation et de consultation citoyenne. Je ne sais pas, par exemple, il y a aussi la pétition au Parlement européen, il y a les consultations qu'on fait via le site Have Your Say. Voilà, maintenant, on a cette nouvelle plateforme qui permet plus de dialogue direct entre les citoyens. Donc, voilà, essayer un peu de restructurer tous ces outils aussi pour qu'on comprenne mieux à quoi ils servent chacun, quel est l'objectif et qu'on les utilise à bon escient. Et surtout, comme disait la personne qui posait la question justement sur l'ICE, que quand il y a une obligation de réponse, qu'effectivement, elle soit donnée. Ça, je suis tout à fait d'accord, ce qui permettra la crédibilité de l'exercice participatif. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va faire en termes de dialogue citoyen, les institutions doivent mener à un exercice participatif. On peut aussi faire de la communication, du dialogue sans avoir d'objectif de participation. Mais quand on est dans une démarche de consultation et de participation, là, il faut qu'il y ait quelque chose de très clair sur le résultat, le feedback, pour arriver à amener les citoyens à leur donner le sentiment vrai que ce qu'ils ont fait a servi à quelque chose. Ça, c'est un point essentiel et en tout cas qu'on a bien en tête sur la conférence au sein du secrétariat commun. Après, nous ne sommes pas les politiques, on ne décidera pas de tout, mais on essaiera en tout cas de créer les conditions au maximum pour que ça puisse se faire. Questions, soit dans la salle, soit en visio? Moi, j'en aurais bien juste une dernière, mais parce que en réaction à Gwendoline Delbos-Corfield, donc la question du conseil. Finalement, dans en fait, votre travail et la manière dont l'une et l'autre, en fait, vous êtes porteuse de voix citoyennes, jusqu'à quel point se dire porteur d'une demande, d'une attente citoyenne, est un argument qu'on peut utiliser quand on a en face de soi des gouvernements nationaux. Sachant que voilà, vous êtes porteuse d'une opinion, de certaines attentes au niveau européen. Si je commence, moi, je serais vraiment très négative sur cette question. Je pense que c'est pratiquement jamais quand je me présente comme porteuse d'une parole citoyenne que je suis prise au sérieux. Voilà, je vais être un petit peu rude. Il y a des gouvernements avec lesquels c'est plus facile qu'avec d'autres. Le gouvernement français, par exemple, c'est un gouvernement et c'est toute une culture, hein, je veux dire, il n'y a personne à pointer du doigt plus particulièrement que d'autres, c'est toute une culture qui est construite autour de la forte importance du corps diplomatique, du corps institutionnel, du corps structurel. Voilà. Le gouvernement est celui qui parle et personne d'autre. Voilà. Donc, même les parlementaires qui ne sont pas du même parti que le gouvernement en France va déjà avoir une difficulté. Il y a des gouvernements où c'est beaucoup plus d'une démocratie de proximité, qui vont être notamment les pays nordiques où moi, je travaille beaucoup avec les représentations permanentes, par exemple, notamment sur la question de la Hongrie, puisque j'ai besoin à un moment donné au titre de ce que je défends, nous aurons besoin qu'à un moment donné, nous ayons une majorité qualifiée au Conseil pour peut-être essayer d'agir par rapport à la Hongrie. C'est du peut-être de chez peut-être. Il faut déjà que j'arrive à obtenir qu'il y ait un texte qui soit débattu à un moment donné au Conseil sur la situation en Hongrie. Et après, il faudrait un vote qualifié pour que ce texte y sorte. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup de travail, de discussion avec les représentations permanentes et c'est plus facile avec certaines qu'avec d'autres. Sur la représentation permanente française,
Par contre, ce qui compte et qui est très sérieux pour eux, c'est que je suis représentante du Parlement. Ça, par contre, ils ne le remettent absolument pas en question. Je peux être de n'importe quel groupe. À partir du moment où je suis la représentante du Parlement sur ce sujet-là, je suis non seulement prise très au sérieux, mais il y a un travail extrêmement fructueux qui se met en place et qui est très, très important pour eux. Voilà, c'est certainement un des pays les plus soucieux de ces questions hiérarchiques, institutionnelles, diplomatiques. Il y a des États qui le sont beaucoup moins, mais globalement, pour tous ces États, c'est l'institution qui est prise au sérieux. Ça n'est pas le fait que je suis représentante des citoyens. C'est voilà, si je viens au nom du Parlement européen avec un vote à la majorité, là, ça veut dire quelque chose. Si je viens au nom du Parlement parce que je suis la rapportrice du Parlement, que c'est un poste qui m'a été assigné, voilà, là, ça veut dire quelque chose. Si je viens juste en disant que je représente un certain nombre d'atteintes et que même je suis capable de les prouver, etc., pour l'instant, dans ce système très intergouvernemental, ça n'arrive pas tellement à passer la rampe, très, très honnêtement. Encore une fois, ceci étant dit, moi, j'ai été très étonnée à l'arrivée dans ce mandat de à quel point, partout où j'allais, ça frémissait et ça parlait de ces élections européennes de 2019. Après des années de scrutin où on avait vu descendre les chiffres à chaque fois, où notamment on les avait vu descendre au niveau de la jeunesse, il y a eu une espèce de prise de conscience à l'été 2019 de « Ah, mais en fait, pour une fois, les gens se sont mobilisés, mais en fait, on n'est pas complètement fichus. Il y a des gens qui ont voté pour l'Union européenne. » Voilà. Parce que le Brexit avait aussi beaucoup traumatisé. Donc, voilà, on était un peu dans ce moment où tout le monde était un peu… Et voilà. Et les grandes manifs climat, par exemple, c'est quelque chose dont les États nous parlent. Et par exemple, moi, j'aurais été très méprisée il y a quelques années en tant qu'écolo, on va se dire très clairement les choses. Aujourd'hui, régulièrement, on va me dire mais vous, quand même, vous représentez les jeunes, par exemple, parce que les jeunes sont très inquiets sur les questions climatiques. Donc, il y a ça a fait quelque chose. Cette conférence du futur de l'Europe, moi, je me dis parce qu'il y a eu des prises de parole très, très fortes, notamment de jeunes Hongrois ou de jeunes Polonais qui, je crois, ont beaucoup marqué beaucoup de mes collègues, mais au-delà, dans des plénières, c'est pas facile de parler quand vous êtes un jeune, vous êtes entouré de parlementaires, voilà, dans une structure aussi formalisée que le Parlement européen, etc. Et il y a eu des prises de parole vraiment fortes et intéressantes. Et du coup, ça, je pense que ça peut faire bouger des choses. Donc, il y a un fil là, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que se présenter comme représentant les citoyens, ça, voilà. Par contre, les lobbies, et dans le bon sens du terme du lobby, c'est-à-dire que ça soit économique, mais que ça soit associatif, les grosses organisations ici, quand le lobby des femmes ici, qui représente plein d'associations féministes de tous les États membres, est pris très au sérieux quand il envoie un texte à un parlementaire ou à la commission. Les grosses structures associatives ici, oui, la représentation intermédiaire, elle est très prise au sérieux comme émanant de la société civile et exprimant les problématiques des sociétés civiles. Mais voilà, il faut que ce soit des biais comme ça. Oui, ben peut-être très rapidement, donc si je comprends bien, c'est conclusif. Bon, d'abord, je crois qu'il faut quand même rappeler, parce que parfois on l'oublie, mais l'Union européenne est basée sur une double légitimité, les États et les citoyens. Donc l'État membre est aussi à sa légitimité pour exprimer l'intérêt de l'État. Voilà. Donc, c'est quelque chose parfois qui est mal expliqué, je trouve, et du coup, on comprend moins bien ce qu'est la démocratie européenne. Le problème, c'est que évidemment, ces deux chambres, la chambre qui représente les États et la chambre qui représente les citoyens, justement, ne sont pas toujours sur un pied d'égalité entre unanimité et majorité. Ça, c'est plutôt pour moi le problème. Le deuxième point, c'est ce que je constate. C'est quand même un changement de culture. Il est lent, mais si vous voyez dans les États membres, par exemple, il y en a donc 4 jusqu'ici qui ont organisé des panels citoyens nationaux, en plus des panels européens. On a établi des lignes directrices pour l'organisation de panels nationaux. Et seuls ceux qui font un panel national ont le droit de présenter les recommandations en plénière. C'est quand même assez intéressant en termes de changement culturel, c'est-à-dire que si on n'a pas fait un effort de suivre les lignes directrices en termes de représentativité, de tirage au sort pour essayer d'être inclusif, donc si on a fait en gros un événement plus classique basé sur le volontariat, et donc on va avoir un biais nécessairement plus important sur la contribution. Donc on est en train finalement d'établir une méthodologie
du panel, citoyen tiré au sort, et on le dit, si vous l'appliquez, vous parlez en plénière, sinon, non, c'est intéressant quand même comme évolution, je trouve, pour la culture des États membres, du coup, qui s'investissent dans ce genre d'exercice. Et c'est important qu'il y ait de la rigueur, parce que quand on dit, est-ce que quand vous parlez au nom du citoyen, on vous entend, c'est quoi parler au nom du citoyen? Voilà, tout le monde se dit parler au nom du citoyen, y compris ceux qui ont parfois des visions moins démocratiques. Donc, il faut mettre de la structure et de la rigueur derrière tout ça. Si on commence à utiliser des techniques participatives, d'association des citoyens de manière sérieuse à l'échelle européenne, il faut qu'on ait des règles, il faut qu'on ait de la transparence, il faut que ce soit clair sur ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ça, je trouve que la conférence permet justement de faire avancer ces étapes plus rigoureuses, ces étapes méthodologiques très importantes sur la situation des citoyens à la construction européenne. Voilà, merci. Un grand merci à toutes les trois d'avoir participé ce soir, et puis à tous ceux et celles qui ont assisté et posé des questions. Vraiment un grand merci toutes les trois. Et puis donc on se retrouve pour la dernière conférence demain soir, qui est une conférence sur l'Union européenne et sa politique étrangère, et en particulier sur les rapports entre l'Union européenne et la Chine. Donc merci beaucoup et à demain. Au revoir. Au revoir, merci.